Bienvenue au Goûter panafricain, le podcast qui a pour objectif de traiter des sujets qui ont un rapport à l'Afrique et aux descendants d'Africains. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons 4 intervenants. Chantal, une panafricaniste depuis plus de 30 ans. José, qui est lui panafricaniste depuis une dizaine d'années. Nous avons Rodolphe, un militant qui a vécu en Afrique et qui s'intéresse beaucoup au panafricanisme et qui a été beaucoup dans la lutte. Et nous avons Daniel, qui s'intéresse à l'Afrique et au panafricanisme. La particularité des 4 intervenants, c'est qu'ils sont tous antillais, donc issus de la diaspora africaine, que ce soit des Guadeloupéens ou des Martiniquais. Ils vivent en France depuis plusieurs années et sont même pour certains nés en France. Le sujet de ce premier podcast: les Noirs doivent-ils s'intégrer à la politique française? En premier intervenant, on va avoir José. En second, ça sera Rodolphe. Ensuite, on laissera la parole à Chantal. Et Daniel terminera ce tour de table. Et ensuite, les intervenants parleront librement. Pensez bien sûr à vous abonner à ce podcast pour les prochains contenus et pensez à liker la vidéo ou le podcast pour nous aider à faire grimper cette chaîne. Bonne écoute. Donc le but, c'est que vous discutiez tranquillement sur ce sujet-là, donc les Noirs en politique et notamment en France. Donc, je voulais savoir déjà ton premier argument, José, parce que c'est toi un petit peu qui avais lancé ce débat. Et tu disais que c'était un peu impossible que... Pour moi, tu étais assez catégorique, tu voulais pas qu'il y ait de Noirs en politique. Donc, pour moi, je vois pas l'intérêt qu'on soit en politique ici dans ce pays, vu les cadences qui sont, enfin pas cadences, mais comment dirais-je, il n'y a jamais eu d'intégration politique noire ici en France et je vois pas l'intérêt qu'il y en ait. Donc pour moi, tout ce qui est politique en France, ça devrait débattre d'une part d'augmenter, de faire déjà communauté. Deuxième part, de mettre en phase déjà des nécessités pour les nôtres. Et troisièmement, être plus en phase avec nos préoccupations économiques. Maintenant, la politique, c'est un bon moyen, il n'y a pas de souci, c'est un bon moyen, mais ça reste un moyen piégeux que nous lance la société aujourd'hui et où on n'a pas notre place, c'est pas notre rôle. Dès que je vois des Noirs en politique, ça fait toujours rigoler. On a vu ce que ça a donné dans le on discutait avec Rodolphe la dernière fois. Dès qu'on parlait de Toubira, dès qu'on parlait de Chirga, c'était toujours des gens ultra diplômés, très compétents, et qui n'arrivaient à rien. Et la politique, manifestation, s'insérer dans une vie sociale ici, c'est pas notre rôle. Voilà, c'est pas notre rôle du tout. On devrait pas. On devrait d'abord se concentrer sur nous, pour nous, avec nous, avant d'aller vers les autres, parce qu'aujourd'hui, peuple, on n'est pas encore soudés ici. On a trop de lacunes par rapport aux autres. Donc, on doit déjà faire cohésion, et ensuite aller vers l'autre, si l'autre veut bien nous accepter, et c'est pas le cas. Dans ce pays, on n'est pas accepté. Donc, il y a une négrophobie ambiante, il suffit juste de descendre un peu dans la rue et de se rendre compte que la négrophobie est là. Ça ne marche pas. Donc, pour être respecté, il faut qu'on fasse soit économie, comme le font les autres communautés, soit société soudée, comme le font les autres communautés, ou soit éventuellement une bonne éducation qu'on pourrait interagir avec nos jeunes. Mais aujourd'hui, non. Alors, politique, non. moi, Chantal. Personnellement, alors, à mon avis, l'erreur que tu fais, c'est-à-dire que déjà, quand tu dis que tu mets en dehors l'aspect politique, c'est-à-dire que tu élimines un outil. Tu élimines un outil qui est important. Si on revient, disons simplement au niveau simplement du mot, ce qu'on appelle politique. Politique, ça veut dire en fait, en quelque part, policer, l'art de mener la société ou de gérer la société. Et à mon avis, c'est important surtout dans nos populations. Alors, pas dire qu'on a peut-être les meilleurs représentants dans la société dans laquelle on vit. Je me demande entre nous, lesquels qui ont vraiment eu à, en fait, disons, à rencontrer des politiques et à mener des combats politiques. Ça, je pense que la plupart d'entre nous, on a rencontré 2 ou 3 fois des élus de chez nous ou quelques responsables politiques, mais dire vraiment qu'on a une interaction. Et puis il ne faut pas oublier aussi, même les politiques, à mon avis, les politiques de nos pays, enfin, je parle stricto sensu dans le sens de la communauté antillaise,
ils ne s'occupent pas beaucoup, disons, de ce qu'on appelle la migration entière. Ils sont de représentation politique au niveau de nos îles, mais pas, disons, ils rencontrent très rarement la communauté entière, peut-être à l'occasion de quelques fêtes, ou même, je dirais, les représentants, bon, je connais, si on parle du cas de Georges Paul-Lanvin, qui est député de Paris, mais Georges Paul-Lanvin, dans son discours, elle ne représente pas la communauté entière en tant que telle. Il y aura certainement des manifestations, elle fera peut-être avancer un petit dossier, mais avant tout, on fera toujours les mêmes reproches aux politiques. Ils sont avant tout des carriéristes et l'idée de faire communauté au sens du mot. Je pense que simplement on n'en a pas assez ils sont pas assez nombreux, tout simplement, pour faire avancer les causes. Ils sont isolés, mais c'est un outil important. Alors, bonjour tous, j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux pour pouvoir effectivement écouter ces déjeuners débats. Ce que vient de dire José est fort intéressant. Il y a une chose qui, par rapport aussi à ce que vient d'ajouter Rodolphe en prolongement de ce qu'a avancé José, c'est deux choses. La première, c'est José dit nous, les Noirs. Et Rodolphe reprend comme s'il y avait une sorte d'implicite. Il parle de quelque chose de beaucoup plus localisé. Il parle de ce qu'on appellerait les Antillais, en mettant en avant donc ce qu'on appellerait des représentants des îles, des ultramarins, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion éventuellement, et en mettant aussi en exergue le fait que, par exemple, pour Madame Paul Langevin, elle ne représente pas suffisamment le local. Donc, elle serait beaucoup plus sur quelque chose de global, mais on n'arrive pas à identifier quoi. La difficulté, là où je voudrais effectivement que l'on puisse être attentif, je pense que vous allez le devenir aussi comme moi, c'est qu'est-ce que l'on entend par à la fois noir et qu'est-ce qu'on appelle par rapport au local. Où est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait situer notre discours. Je crois qu'avant de commencer, il est nécessaire de bien poser les choses pour qu'on puisse avancer, puisque vous êtes, et je le sais, vous serez nombreux à nous écouter, voir comment est-ce que ces genres d'apories, on pourrait s'en sortir. En fait, tu poses une question. Alors, moi, je pose une question parce que par rapport à ce que je n'arrive pas... sur ce qu'a dit... Non, justement, j'arrive pas à savoir sur quoi rebondir. Soit je dois demander des précisions à José, et soit je vais vers ce que dit Rodolphe pour rentrer dans un discours, alors que moi, je n'ai pas grandi en Guadeloupe. J'ai grandi plutôt en France. Je suis arrivée très jeune. J'ai fait toute ma scolarité, j'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé, j'ai fréquenté donc ce qu'on pourrait appeler les gens qui viennent de différentes régions, différents pays du monde. Donc j'entends bien ce que dit Rodolphe, mais j'arrive pas à me reconnaître dans ce qu'il dit. J'entends bien ce que dit José, mais j'arrive pas à voir où est-ce que effectivement le terme noir, puisque moi j'ai vécu ici et je sais ce que ça veut dire être différente. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Donc, il mérite effectivement qu'on puisse préciser les choses par rapport à son propre vécu. Je pense que c'est peut-être aussi un angle d'attaque. Ok, Daniel, peut-être si tu as quelque chose à rajouter. Oui, donc c'est pour un peu reprendre ce que José a dit. Pour moi, il est très difficile pour nous, Antillais, de faire de la politique en France, parce que à partir du moment où vous irez dans le sens de vous démarquer en tant que communauté, puisqu'on ne veut pas de communauté, enfin à part la communauté, voilà, je vais pas, à part celle-là ou une autre. Dis les noms, évidemment. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Okay. Voilà. Qui serait celle dominante, en fait. Oui, bon, enfin bref. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes dans la République, justement, et ils se font fort de nous le faire comprendre, chaque fois qu'on essaie un peu de se démarquer, on ne peut pas, puisque la République ne reconnaît pas.
les particularismes. Donc, on ne peut pas... c'est-à-dire que la situation dans laquelle on se trouve est tout à fait normale, puisque, bon, on a une communauté qui est déracinée, de par la migration, Benimidom et autres, et qui n'a jamais réellement, qui a été un peu désarçonnée par la migration et qu'elle a du mal à retrouver ses repères. Donc peut-être que dans les années à venir, avec la descendance, les générations, on pourra compter du point de vue politique, mais ça sera très difficile parce qu'en politique, c'est une question de place à prendre. Et les places sont très chèrement défendues. Et donc, à partir du moment où vous allez essayer de vous démarquer en dehors du dogme, quand vous allez vous positionner en dehors du dogme républicain, vous allez tout de suite être stigmatisé comme faisant bande à part et à l'encontre des valeurs républicaines. Donc, c'est très difficile d'aller dans ce sens-là. Donc, comme je vous ai parlé de faire communauté économique, oui, ça peut marcher, je pense. Et à partir de là, créer un socle. Et à partir de ce socle, en ayant les moyens financiers, pouvoir peser par ce moyen-là. Mais du point de vue politique, non, je pense que c'est illusoire dans ce sens-là. Alors moi, je te rejoins là-dessus, dans le terme de communauté. C'est-à-dire qu'il faut oser. Est-ce que là, on est en train de débattre, on est à quelques mois, j'espère qu'on va réussir donc, à se faire entendre par pas mal de gens d'ici là, c'est est-ce qu'en politique, là, les élections, les échéances qui vont arriver, est-ce que ce sont les échéances où vous allez participer? Est-ce que en tant que personne venant donc des dom-tom, en tant que des personnes venant d'Afrique mais qui sont naturalisées français, mais noirs, de la communauté, de ce qu'on pourrait appeler noirs, des afro-descendants, vous vous retrouvez dans ce qui est porté par les candidats. Autant José, il est complètement dans ce qu'on pourrait appeler le hors-champ. Pour lui, il n'est pas utile de participer à une mascarade, apparemment. Et pour Rodolphe, il serait intéressant d'y participer de manière plus localisée. Moi, je suis plus partante en tant qu'on pourrait reprendre des débats qui ont eu lieu dans les années 80-90 avec la gauche, de l'intégration. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les échéances et avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait, au niveau du discours, est-ce qu'on peut s'y reconnaître? Est-ce que les Noirs en politique ou les Noirs derrière certains leaders politiques peuvent se revendiquer comme étant foncièrement noirs ou foncièrement français ou foncièrement je ne sais pas quoi. Donc, il y a quand même des enjeux de fond. On ne peut pas les ignorer. Il y a des leaders à la fois au niveau qui sont portés au niveau télévisuel, Zemmour, etc. Et pour ne pas les citer, qui surfent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont imprécises. J'ai un peu de... comment dire je suis à la fois excitée de savoir ce qui va se passer parce que je suis un peu sur le fantasme du grand soir, parce que je me dis que quand même, après ce qu'on a vécu avec les pandémies, avec la pandémie, avec le Covid, avec le pass sanitaire, etc., il va émerger donc un candidat assez neuf. Et puis, il y a aussi le fait, puisque comme vient de le dire le modérateur, autour de la table, il n'y a que des afro-descendants. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors... Moi, personnellement, le fait déjà simplement le leader Zemmour, ça me fait rigoler. Déjà, il n'y a pas de communauté. Non, c'est pas une histoire de communauté. C'est simplement, en fait, on est en fait dans un système, c'est-à-dire, j'imagine, quel que soit ton choix, tu es autour d'une table. C'est-à-dire, tu vis dans ce pays-là, tu peux pas dire que tu n'es pas autour d'une table. Même si tu n'as pas droit
si certains membres, en fait, des gens comme Zemmour, disent, en fait, c'est pour ça, je reviens toujours à un discours, bon, alors je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, que j'ai milité dans des organisations qui étaient plutôt avec des revendications très très dures. Et c'est une fois quand j'ai écouté le révérend Jackson qui nous parlait justement comment articuler nos luttes et ce qu'on appelle on peut dire le pouvoir en face ou les autres, enfin on peut trouver différents mots pour ça. Et je rappelle toujours qu'il disait, en fait dans son discours, déjà on est en face de gens qui disent que tu n'as pas le droit de t'asseoir à la table, que tu n'as pas le droit en fait déjà. C'est-à-dire qui ont des attitudes, je dirais, de préjudice ou de racisme et autres. Et toi, personnellement, tu viens réaffirmer que tu ne veux pas faire, disons, au moins t'asseoir à la table pour discuter. Donc déjà, c'est-à-dire que tu mets un schéma je dirais, de double exclusion, en quelque part. Parce que tu veux ou non, tu vis dans ce pays, tu travailles dans ce pays, tu payes des taxes dans ce pays, tu consommes dans ce pays, et le fait de t'exclure de cette table, et donc ça veut dire qu'en quelque part, déjà, les gens qui sont à côté disent bah non, ta place n'est pas là, mais ta place est à côté de la poubelle. Et toi-même, tu renforces en fait ce discours je ne dis pas bon, que c'est en quelque part c'est le truc. Il faut simplement que tu dois revendiquer c'est un fait social. Simplement, tu es que tu es ou non, on est tous autour de la table ou dans la même boîte. Et c'est là le principe, ce qu'on appelle des luttes. Tu dois t'engager. Par contre, c'est ça que permet en fait le vote en quelque part ou le combat politique. En fait, tu choisis qui est ton ennemi en fait. C'est ça qui est important. Tu choisis quel est ton interlocuteur. Alors déjà, si tu choisis un des membres qui dit c'est celui-là, c'est un fasciste. Tu peux dire fasciste, raciste. Lui, il ne veut pas te donner ta part du gâteau. Mais toi, personnellement, tu contribues à cette part du gâteau. Et c'est ça les luttes. C'est ça le dire. Les luttes, c'est comme ça que tu fais en quelque part avancer. Bon, on va parler de communauté ou on va parler de groupe. Mais c'est ça aussi qui permet le militantisme ou autre, c'est de dire nous on présente. En fait, même ne serait-ce que c'est pour ça je m'assimile toujours un petit peu à des expériences que j'ai menées dans les pays anglo-saxons. Quand on parle je vois que les termes aussi ont leur importance. Je vois souvent dans les chez les politiques, on parle de discrimination. Non. Dans nos communautés, en fait, dans un pays anglo-saxon, on ne parle plus de discrimination positive. Non, ça n'existe pas. On dit affirmative action. C'est ça qui est important. Il faut poser les mots aux autres parce que on est souvent dans des systèmes, déjà on te refuse la place qui te revient de droit. Et c'est pas simplement de dire que tu partages une partie du gâteau. Le partage du gâteau, c'est pas simplement l'histoire de manger, c'est tout. C'est le logement, c'est le travail, il faut tout mettre là-dedans. Et il faut que tu sois, en quelque part, autour de la table, discuter avec les opposants, parce que si tu n'es pas dans cette discussion, tu t'infliges une double peine. Parce que la part du gâteau qui te revient de droit ira à des éléments les plus fascistes dans la société, qui sont en quelque sorte tes ennemis. Non. Je veux juste, avant que tu interviennes, c'est sur le débat de la politique, est-ce que peut-être la solution serait, comme dit un peu José, donc alors se retirer de la politique
et donc faire sa politique un peu à soi, donc c'est-à-dire au niveau de sa communauté, un peu comme un Kémy Séba un peu a fait, c'est-à-dire qu'il a créé son groupe, il s'est rendu compte que dans le pays, il n'était pas accepté, parce qu'il a fait, il est parti directement en Afrique, et maintenant il mène ses luttes. Et même, j'ai regardé son compte Instagram, il voyage, il est même invité en Turquie, il invite un peu partout, et lui, il fait sa politique, on va dire, à sa façon. Et c'est peut-être la solution peut-être pour les panafricains. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu mènes la lutte là où tu vis, tu l'amènes à Alors oui, ton je suis niveau je suis local. d'accord, mais beaucoup l'ont fait et peu ont réussi, si on s'en rend bien compte. Comme disait José au début, il y en a eu forcément des Antillais, des Afros qui ont représenté, qui étaient bardés de diplômes, qui étaient compétents et ça s'est rien passé. Et au bout d'un moment, le point de vue de José, c'est de dire on va arrêter ça et on va faire notre truc, on va faire notre politique à notre sauce, à notre façon. Et moi, c'est pour ça que ça m'est revenu à l'esprit, c'est Kémy Séba qui est parti directement en Afrique, qui a fait sa chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, je voulais redonner la parole à José, et ensuite Rodolphe, si vous voulez rebondir, et Chantal. C'est vrai que c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'on prend un exemple des Américains. Mais les Américains ont eu des problématiques qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des problématiques qui sont immenses dans ce pays. On a affaire à des gens dont la culture et l'intégration. Je suis totalement contre d'ailleurs, puisque ça nous donne des jeunes qui sont totalement acculturés et qui savent pas du tout ce qui s'est passé dans leur propre pays, dans leurs propres îles ou dans leur propre continent. Et c'est horrible. Ça fait des gens qui n'ont pas de source, des gens qui n'ont pas de, s'ils n'ont pas de source, s'ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de futur. Notre rôle ancien, c'est donner des racines à nos jeunes, leur dire ok, toi tu viens d'où? Ok, tu viens de là. D'accord. Du continent. À la base, on est tous rattachés sur le même continent. On vient tous de la même terre. Et de ce point de vue-là, on doit d'abord, 1, connaître sa terre, 2, connaître ses origines, 3, connaître son histoire et éventuellement son futur et son avenir. Aujourd'hui, on est le seul peuple, je dis bien le seul peuple. Quand tu dis peuple, alors ça serait quoi? Le peuple noir, Ok. à être les plus, 1, vilipendés de la planète, 2, à être les plus maltraités, à subir de ce qu'on appelle de la négrophobie, et je pèse mes mots, c'est de la négrophobie, à tire-larigot. Qu'on aille dans nos îles, ou qu'on aille ici en Europe, ou qu'on aille aux États-Unis, ou en Amérique, ou en Asie, c'est de la négrophobie à outrance. Il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous, et pas aux autres. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point le plus important, c'est qu'on fasse signe de communauté. Et c'est compliqué, hein, je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple de réunir des gens autour d'une table et de dire faut qu'on communique ensemble pour avoir le même objectif, le même combat et le même point à atteindre. Mais on parle de tellement bas qu'aujourd'hui, les gens en diaspora sont vraiment totalement déboussolés. Moi, après, mes idées, on les connaît un petit peu, elles sont très glaçantes. Mais je vais vous dire la vérité, on va disparaître. On va disparaître. Est-ce que je peux préciser? Si on continue dans ce mouvement-là, dans cette position-là, dans ces mentalités-là, on disparaît. Ça ne sert à rien. Si aujourd'hui on enlève le peuple noir de la Terre, qu'est-ce qui reste? Mais le monde tourne comme avant. En 2021, t'enlèves le peuple noir, tout tourne. On n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de nous, on a plus d'être 2 milliards ici, mais on ne sert à rien. Même chez nous, c'est loué. Par les Chinois, les Français, les Allemands, les Européens, les Américains. Même chez nous, c'est loué, l'Afrique est louée. Même chez nous, aux Antilles, on pense en Martinique, c'est chez nous. Non, c'est pas chez toi, frère. T'es encore chez les autres. La terre, elle appartient à des béquets. Donc, on n'a pas de chez nous. Donc déjà, il faut peut-être commencer par la base, éduquer nos jeunes dans des bonnes écoles kémites, leur donner une mentalité de gagnant, leur dire que vos ancêtres avaient plus de 6000 ans sur cette planète, c'était les bâtisseurs de pyramides, des gens qui ont fait des choses. Et troisième point, leur montrer que le chemin ne s'arrête pas là. Et nous, notre combat d'anciens, c'est de mourir au combat. On n'a pas le choix, on est obligé de mourir au combat pour leur montrer aux jeunes qu'on doit mourir. Et c'est le combat qu'il faut voir. On doit mourir dedans. La priorité, c'est le combat d'abord, comme les autres mettent la religion d'abord. Tu sais, dès que tu vas voir un chrétien, il va te dire « Mais moi, je suis chrétien, avant tout. »
C'est ça notre combat. Nous, notre combat, c'est le combat d'abord et le reste après. Vivre, manger, boire, dormir, communiquer, être avec les siens, c'est après. Combat d'abord. On n'a plus le choix, sinon on meurt. Le combat, tu traduirais par quoi? Le combat, c'est de la lutte, économique, communautaire, comme je l'ai dit. Donc c'est-à-dire pas forcément politique, on s'en fout de la politique. La politique n'a aucun intérêt dans un pays qui nous ségrègue. Ok, c'est-à-dire de pas faire de la politique dans un pays, par exemple en France, parce que ça ne sert à rien, ça nous ralentit. Ça nous Parce ralentit. qu'on n'est pas dans le combat. Si je On l'a vu. résume un peu, On l'a vu. Regarde, tu prends les plus vieux que je connais, des Toubira ou des gens dont on parlait de Paul Langevin, on parlait des gens, mais c'est des gens qui n'existent plus dans le milieu, qui sont disparus et qui ont simplement ramassé leur pactole et qui sont partis. Mais il faut aujourd'hui faire un combat social chez nous. Alors, moi, le principe donc de ce déjeuner est très louable, hein, puisqu'à la fin de cette rencontre, on doit essayer de trouver une synthèse, ce qui va être difficile, mais ça va être le but aussi. Hein. Donc vous voyez ce qu'a annoncé José on va disparaître et il faut se battre. C'est quand même, vous vous rendez bien compte que c'est antinomique. On ne peut pas se battre en sachant qu'on va disparaître. Si on continue comme ça, on disparaît. Métissage, mais on fait avec métissage à outrance. Si on continue avec, dans la pauvreté économique dans laquelle on est, on va se faire balayer si c'est pas parler. Tout à l'heure, on parlait avec Rodolphe des derniers arrivants qui étaient les Pakistanais. Mais aujourd'hui, ils ont tout. Aujourd'hui, ils ont tout. Qu'est-ce qu'on a, nous? On arrive avant, on n'a rien. Je viens faire un tour dans ma ville, viens faire un tour dans le 93. Toutes les boutiques sont pakistanaises. On était là avant. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a rien. Nos cheveux, les propres cheveux que nos femmes portent, et là je prie pour qu'elles arrêtent d'en porter parce que c'est juste horrible, quoi. C'est ridicule, c'est d'un ridicule horrible. Avec leurs faux cheveux, c'est une honte pas possible. Pourquoi elles achètent leurs cheveux chez des gens qui ne font pas partie de la communauté, chez des Chinois, des Pakistanais, d'autres qui viennent d'arriver après nous. On est là depuis 45, qui viennent d'arriver après. Donc notre système économique n'est pas fondé. Notre système social, on n'est pas dedans. Notre système de communautariste, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, c'est combat Afrique d'abord, et ensuite le reste, on verra s'il reste de la place. Mais d'après nos mentalités, on est perdant. Alors, entre le chrétien et le musulman, c'est encore pire. Alors, bon, je disais effectivement tout à l'heure qu'il y a une tendance et elle n'est pas uniquement entendable maintenant, elle est entendable depuis longtemps, on va dire. Alors après, on pourra pas on peut essayer de chercher et de dater à quel moment est apparue cette pensée de dire nous allons disparaître, faut-il se battre ou ne pas se battre? La question qui est quand même importante pour toutes les générations à venir, c'est quand même, il y a une population. Il y a quand même des gens qui sont différents des Européens, à la fois au niveau génétique, au niveau de l'apparence, et puis au niveau culturel, même si aujourd'hui la culture européenne est sur l'ensemble du globe. À chaque fois, les Européens nous renvoient justement à des particularismes. Là où je voudrais juste revenir, c'est toute cette génération qui entend ce genre de discours un peu défaitiste. Comment justement peut-il s'armer et prendre le temps de redresser la tête? Alors tu parlais effectivement des cheveux, tu disais que les femmes n'avaient même pas la possibilité effectivement d'avoir leurs propres cheveux, et en plus, même si elles voulaient éventuellement par coquetterie mettre quelque chose sur la tête, c'est un constat cinglant, c'est que c'est dominé, l'industrie donc capillaire est dominée par des Pakistanais, des Chinois, des Européens aussi, même dans le wax, les tissus, et que les Africains n'y sont pas. Alors, moi, je voudrais revenir, parce que là, on est on a bien avancé. C'est si on doit continuer, c'est qu'on puisse définir les choses, parce que des Américains, il y en a des Noirs, des Français, il y a des Noirs, des Portugais, il y a des Noirs, donc voilà. Alors, excusez-moi, mais c'est quand même important, puisque vous allez nous écouter, c'est de savoir que vous qui êtes qui êtes derrière vos écrans, être noir, ce n'est pas uniquement une chose qui a à voir avec votre épiderme.
c'est une posture. Et d'après ce que l'on est en train de débattre, cette posture, elle serait que de la victime, c'est-à-dire que on est tous victimes parce que l'on est noir. Oui, D'accord. je t'expliquais pourquoi. Et je voudrais quand même qu'on puisse avancer là-dessus, parce qu'au départ, on n'était pas à bien définir si on était beaucoup plus à localiser. Il y a certains noirs qui aiment prendre du recul et se retrancher vers le localisme, hein, dire moi je suis guadeloupéen, moi je suis martiniquais, c'est beaucoup plus confortable. Par contre, quand un Africain il veut se retrancher et qu'il dit moi je suis de Burkinabé, je suis Kenyan, etc., c'est plus difficile, on leur envoie autre chose. Donc ce qui serait bien là, c'est qu'est-ce que être noir, est-ce que c'est être victime et est-ce que le politique dans ça, hein, on est bien d'accord, est-ce que justement le terme même de noir, on peut s'y retrouver en tant qu'on fait communauté. Et donc, est-ce qu'on peut faire communauté au-delà de ce que vient de dire Rodolphe? Être admis autour de la table des négociations, parce qu'il y a à négocier sur renverser le statut de victime. Il y a un statut de victime qui n'est déjà, d'une manière implicite, on voit bien que l'on nous victimise, mais qu'on ne veut pas nous donner un statut de victime à cause des réparations. Donc là, il y a un vrai problème. Donc là, c'est important donc d'en débattre. Après, on va éventuellement chuter là-dessus, hein. Mais c'est quand même pour une première de pouvoir le dire. Il y a plein de débats qui sortent. Les réparations, c'est vrai que moi, depuis 500 ans, elles sont où les indemnisations, les choses, on nous empoisonne quotidiennement. Bah, écoute, voilà. Non, il faut vraiment qu'on redresse la tête. Ça, c'est qu'on redresse la tête, mais ça doit venir de tous. Anciens doivent mourir au combat. Et je pèse mes mots sur la mort, parce qu'on n'est que de passage sur cette planète, on n'y restera pas éternellement, et le peu de temps qu'on passe, on doit essayer de faire quelque chose. Donc le combat reste prioritaire. Et deuxièmement, notre objectif, c'est d'améliorer la situation pour nos jeunes. Aujourd'hui, la situation, elle est juste dramatique. Il n'y a pas de mot à dire, c'est dramatique. Je vois trop de jeunes dispersés qui se rendent pas compte de la gravité de la situation et de la négrophobie dans laquelle ils sont. Et d'autre part, ça demande des formations. On doit se former pour savoir qui on était, qui on est et où on va demain. Alors moi, attendez, excuse-moi, C'est José. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup du il faudrait, il faut, yaka, etc. Si on prend le mouvement Black Lives Matter à la suite donc de la mort de George Floyd. On a vu effectivement, c'est pas un mouvement qui est arrivé comme ça sur cet événement. C'est un mouvement qui a été créé bien avant. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir une structure, il faut pouvoir communiquer, etc. Les Américains, si on pose la question de la communauté noire américaine, elle est organisée, c'est-à-dire que elle a été dans la lutte. C'est ce que je voudrais qu'on puisse un petit peu débattre là-dessus. Tu dis que l'on va à force on va disparaître, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en même temps, tu dis il faut lutter. Les Américains ont fourbi leurs armes, hein. Ils ont affûté leurs couteaux, ils ont au niveau du langage des arguments qui vont bien. Black is beautiful. Donc voilà, je vous demande donc de vous reporter à des films qui retracent effectivement les mouvements de libération de la cause noire, hein, aux États-Unis. Hein. Vous allez documentez-vous, hein, vous allez voir de quoi on parle. Et Black Lives Matter, c'est un petit peu héritière de tout ça. Mais on a quelques doutes, parce que si on doit poser aujourd'hui, moi je suis d'accord, hein, d'être un peu défaitiste, mais on doit poser aussi les choses, on doit faire le constat. Les États-Unis nous donnent quand même, ce sont des modèles. Ils ont peut-être, si on doit faire une étude beaucoup plus poussée, et là malheureusement on n'a pas les chiffres, de voir comment les luttes des anciens ont porté pour la génération de Black Lives Matter, qui aujourd'hui, avec la mort de George Floyd, le déboulonnage donc des statuts, veulent continuer la lutte, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont plutôt dans le friendly, dans la théorie du genre, dans énormément de théories qui foisonnent et qui ne touchent pas uniquement à la communauté noire, mais qui touchent aux d'autres communautés. C'est de savoir quelles sont les armes à notre disposition. Ce que je voudrais dire, c'est que, de manière sur le vieux continent européen, la question de l'immigration est liée à l'histoire coloniale. Donc, on est beaucoup plus tenté de se retrancher sur le local,
de se dire, moi, je suis plutôt sur les luttes plus localisées que sont l'indépendance de la Guadeloupe, etc., le chlordécone, les indemnités, alors qu'en même temps, vous voyez la difficulté? Au niveau de l'échelle, on est obligé de passer d'un cran dessus lorsqu'on parle de Noirs. On parle effectivement des luttes qu'ont entrepris les Afro-Américains. Donc la question du politique, avec les échéances qui vont arriver donc dans quelques mois, comment est-ce que on part du local, puisque les sondages et puis les résultats vont être présentés selon de manière très localisée. Donc, à un moment donné, on va parler donc de combien va faire tel candidat dans les DOM, en Guadeloupe, en Martinique, donc selon les régions. Donc, la question, c'est, il y a à savoir si oui ou non on s'empare des luttes beaucoup plus globales, en disant que je suis noir, donc peu importe où je suis, je fais partie d'une diaspora. Exactement. Donc, c'est autre chose que ce qu'on vient de débattre là. Donc, c'est-à-dire que la diaspora s'empare des armes pour pouvoir renverser ce que vient de dire José, pour ne pas disparaître. On va renverser un ennemi que je vous demande, chers auditeurs, ou voilà, c'est de savoir qui sont nos ennemis. Moi, on va abandonner ce discours et puis tu vas comprendre mieux où je veux en venir. Au contraire, n'abandonnons pas ce discours. Au contraire, il faut y aller dedans. C'est de la politique. Mais moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur, et je le dis franchement, colonisation. Ça te fait pas peur? Néocolonisation. Ça t'a pas fait peur depuis les années 60 à aujourd'hui, le nombre de dirigeants africains qui sont morts par des coups de fusil joués par les leucodermes? Ça t'a pas fait peur? Maintenant, on rentre dans l'empoisonnement des terres des Antilles. Ça te fait pas peur de voir qu'il y a aucun hôpital aux Antilles pour soigner le nombre de cancers qu'il y a? Il y a pas d'eau dans ces îles-là. Il y a pas une goutte d'eau potable. Mais ça te fait pas peur si vous posez pas la bonne question en disant mais pourquoi il y a pas d'eau là et on a de l'eau propre ici? Ça te fait pas peur de savoir que 80% de ces îles sont de communautés noires? Des maladies qui ont été répandues dans nos continents, mais ça te fait pas peur de voir que le sida progresse à une manière monstre, comment ça s'appelle, le piqûre de moustique, là, que le paludisme, que toutes les maladies au monde, mais ça te fait pas peur qu'il n'y ait aucun laboratoire qui soit là-bas? Ça te fait pas peur de voir des enfants de 2 ans mourir de palu ou de saloperie? Mais j'en ai la rage. Si on n'a pas la rage, là, si on comprend pas que la colonisation, c'est assez, mais qu'est-ce qu'il faut? Oui, non, mais qu'est-ce qu'il faut dans la tête d'une personne normale pour comprendre que ça ne va pas? Non, mais José, si on tient ce débat-là, ce que je voudrais, c'est est-ce qu'on peut s'inscrire, on a bien pris comme sujet le politique. Oui, c'est tout ça, on est ces pays, non, mais attendez. On est les représentants d'une intégration. Est-ce que je peux me permettre? Si on va beaucoup plus loin, donc maintenant, si on va beaucoup plus loin maintenant on va dire dans quelques années, on est dans 2030. Qu'est-ce que vous pensez, donc dans 10 ans, on prend une échelle de 10 ans, quelles seraient les solutions et les actions qu'il faudrait prendre aujourd'hui pour que dans 10 ans, la vision de José, un petit peu que les Noirs soient détruits, ne continue pas et qu'il y ait une amélioration? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? Si c'est pas aussi avoir un pied dans la politique, ça serait quoi? Alors, moi, je suis en train de reprendre ce que tu dis. Ça serait quoi le modérateur, c'est de dire finalement que le politique, alors je sais pas si on peut rebondir sur ce que tu viens de dire, pour pouvoir passer à autre chose, c'est que le politique, pour nous, la situation est beaucoup trop grave, elle est beaucoup trop limitée si on prend uniquement le politique. Donc on va en terminer là. Le politique ne peut pas aujourd'hui, et c'est ça où on en arrive donc là, comme je disais, le propre de ce débat autour de la table, puisque comme vous l'avez compris avec ce qu'a expliqué Rodolphe, le principe c'est aujourd'hui, avec ce genre d'émission, c'est qu'on soit autour de la table. Donc on va reprendre l'image que vient de donner Rodolphe. Donc on va passer à la question que vient de poser donc le modérateur, et on va en conclure là-dessus, c'est le politique, même si vous avez des échéances donc dans 4 ou 5 mois, 5-6 mois, c'est de dire que prenez vos dispositions en tant que citoyen si vous le souhaitez, mais ça ne va pas résoudre le problème. Les armes sont à construire. On les a, on voit l'exemple des États-Unis, mais comme vient de dire le modérateur, en 2030, qu'est-ce que l'on fait? Et qu'est-ce que l'on veut réellement aujourd'hui
pour cet avenir-là. Je crois qu'on peut commencer sur autre chose. Là, tu as parlé d'armes, ça serait quoi comme arme, alors, concrètement? Parce que t'as dit les États-Unis ont les armes. Bah, ça serait quoi alors? C'est quoi comme arme? Est-ce qu'on parle de armes pistolets ou d'autres armes? Parce que tu dis ils ont les armes. C'est quoi comme arme? Qu'on puisse savoir. Alors, on a tout essayé. On a essayé la négociation. On a essayé au niveau du droit international. On a essayé. On a bien vu avec la France-Afrique. On voit bien que il y en a beaucoup qui se jouent de ce qu'on pourrait appeler les règles internationales. Ils s'en jouent, elles sont valables pour eux, mais pas pour d'autres. Ok? Donc la question, et on a bien vu, que ça soit les révolutions après les indépendances, comment certains pays, notamment la France, a assassiné un certain nombre de leaders. Donc on voit bien que, comme tu viens de le poser, monsieur le modérateur, c'est de dire comment est-ce qu'on pourrait réinventer ces armes-là? Parce que ça soit la négociation, que ça soit sur le même terrain que nos partenaires, et là je me mets vraiment sur l'Afrique, au niveau des négociations à l'ONU et les grandes institutions internationales de l'après-guerre, et que ce soit de manière plus localisée, de manière politique, on voit bien que finalement, et comme l'a dit José, le noir cristallise, mais c'est presque de la folie, on va dire. C'est presque une lutte spirituelle du mal contre le bien. D'accord? Parce que moi, je localise ça, c'est presque au-delà de l'entendement, et pourtant nous sommes sur la même planète. Ok? Donc, aujourd'hui, vous avez posé les 2030, et l'année 2030 n'est pas innocente. C'est la date qu'a effectivement posée l'ONU en 2030. Alors après, je vous invite donc à chercher pourquoi 2030 est vraiment une date qui va permettre un basculement à plus d'un titre, notamment par rapport, la Chine a posé 2030 parce qu'elle a balisé effectivement son avancée dans plein de domaines par rapport à cette échéance-là. L'Afrique ne pose rien. D'accord? L'Afrique ne pose pas de date. Ok? Donc la question des armes, elle est aussi là. C'est-à-dire, on doit poser des échéances. Et quand je dis on doit poser des échéances, il faut faire un constat. Donc là, on est autour de la table et on pose des constats pour l'instant. Donc tu n'as pas répondu à ma question. C'est quelle arme il faudrait concrètement? Alors, Bulletin de vote, déjà. Donc Rodolphe, pour toi, ce serait un bulletin de vote. C'est-à-dire Bulletin de vote, tu déjà. reviens sur la politique, et donc c'est-à-dire Oui, voter, c'est avoir une place politique. Le minimum, déjà, c'est aussi de choisir aussi quel est ton interlocuteur, quoi. Et puis on est dans un système où on n'a pas effectivement tous les aboutissements. Là, en fait, disons, quand je parle, disons, personnellement, disons, de la politique, c'est de la politique, disons, de l'immédiat, quoi. C'est-à-dire, on a des revendications qui sont autant au logement que le travail. C'est des revendications qui sont au niveau local, personnellement. C'est là-dessus qu'on peut agir. C'est pas mal parce que là, je vois deux points de vue, c'est-à-dire Rodolphe, comme il vient à l'instant de l'expliquer, il voit les choses plus, on va dire, micro, c'est-à-dire qu'il voit les choses à petite échelle d'abord en premier, et ensuite, pourquoi pas à l'avenir, peser lourd à grande échelle, alors que vous, par exemple, José et Chantal, vous voyez les choses direct à grande échelle, vous voyez les choses en grand, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette vision long terme en grand, mais déjà comme on peut pas aussi exclure ce que vient de dire Rodolphe, où il y a aussi avant de faire les choses en grand, il y a aussi le court terme à faire, le local, les moyens objectifs. Pour en revenir un peu au débat, c'était ce que disait Rodolphe, c'est qu'au début, il parlait au niveau local, c'est-à-dire que le noir doit agir localement, donc pourquoi pas au niveau de la politique, et ensuite pourquoi pas rejoindre votre point de vue, c'est que quand il aura une vraie place locale, ensuite il pourra avoir une place au niveau global. Je voulais, Daniel, avoir ton avis sur ce débat, notamment les armes que tu penses que peuvent avoir les panafricains. Moi, je pense que... Daniel. Est-ce que tu serais d'accord? D'ailleurs, excuse-moi de te couper avant que tu démarres, si on peut rebondir sur les deux intervenants, par exemple, le point de vue de Rodolphe qui lui voit local,
et point de vue Chantal et José qui, eux, voient global. Toi, ça serait quoi, toi, ton argument? Non, moi je pense qu'il faut d'abord, si tu prends en exemple la communauté chinoise, puisqu'on peut la citer, les Chinois ne font pas de politique En France, tu parles. en France. Mais du fait de leur poids économique en France, on ne peut pas, on ne peut pas agir avec eux de n'importe quelle manière. Mais ils ont quand même une économie. Alors que si tu prends les Afro-descendants et donc toute l'immigration africaine en France, il n'y a pas réellement une économie, puisque normalement tu as une culture. Donc ta culture, tu devrais l'exprimer au travers de moyens, que ce soit culturels, que ce soit au niveau de l'art culinaire, au niveau de ta façon de manger, la façon de t'habiller. Or, tu ne vois personne, pratiquement personne, qui est sur le devant de la scène et qui est là pour montrer toute cette culture-là. Donc, on est obligé, comme disait José, d'aller s'acheter des cheveux à Château-Rouge, à Château-d'Eau. Quand tu vas à Château-Rouge, qui vend la bouffe antillaise ou africaine? Nos ennemis. C'est pas forcément nos ennemis, mais Ils sont pas avec nous. ce sont beaucoup les Asiatiques, beaucoup. Bon, tu as quelques boutiques qui se développent comme ça en banlieue, mais tu as aussi les Pakistanais. Donc, il y a un marché. Moi à l'époque, j'allais à Rungis, je vois comment ça se passe. Les mecs qui te vendent les roses, là, au bout, je sais où on achète les roses, puisque j'y suis allé. Il faut se lever tôt. Donc, tout ça, c'est possible de le faire. Mais, le problème, c'est que les Pakistanais, quand ils vont aller à la banque, on va peut-être plus facilement leur donner les moyens d'investir dans une boutique, alors que comme on a vis-à-vis des Noirs, on a un présupposé selon lequel les Noirs sont des feignants, ce sont pas des gens industrieux, donc forcément on va leur refuser. Mais il faut me dire comment les Pakistanais, eux, ils arrivent les Pakistanais ou autres, comment ils arrivent à ouvrir des commerces, alors que les Africains qui sont soi-disant qui viennent des ex-colonies et dont la France, jusqu'à aujourd'hui, se gave de leur richesse, des gens qui sont soi-disant français depuis 1848, des citoyens français. Or, même aux Antilles, ils n'arrivent pas à donc, c'est-à-dire, il faut se poser la question de quel type de citoyenneté, finalement, on a hérité. Et à partir de là, quelle est la pertinence qu'on aurait d'essayer de se fondre dans ce pays qui avec tous ces sa devise égalitariste et autres, mais qui dans le fond n'en a cure de nous, quoi, en fond. C'est ça. Donc, pourquoi s'entêter à vouloir créer politiquement pour vouloir compter, alors qu'on a tout un discours sur nous, il ne faut pas oublier. Tout un discours qui est stigmatisant. Donc, on peut pas, quand on fait les choses, on peut pas faire les choses dans la confusion, déjà, et on peut pas faire les choses dans la, comment dirais-je, on fait les choses dans une certaine cohérence. Moi, pour revenir un petit peu sur... parce que tu as pris l'exemple de la communauté, par exemple, pakistanaise. Peut-être que
on se fait l'image que les Pakistanais ont pris du business, tout ça, mais est-ce qu'ils sont réellement propriétaires des boutiques que tu parles? Parce que moi, je sais, du peu que j'en vois, c'est surtout, par exemple, quand ils travaillent à Franprix, des choses comme ça, ils peuvent être derrière la caisse ou manager, mais c'est pas forcément eux les propriétaires de la franchise, tu vois. Non, je parle pas des Pakistanais qui travaillent. Je parle des Pakistanais qui travaillent pour eux. En bas, t'en as, hein. Ok. Ouais. Juste en bas, là. Moi, je pense Je sais que... pas, quand tu prends vers Gare du Nord, Mhm. tu prends la rue du Faubourg Saint-Denis jusqu'à la Chapelle, il n'y a que des boutiques, soit indiennes, soit pakistanaises. Alors, Quand tu es même dans le Faubourg Saint-Denis, tu as plein de restaurants. Alors, comment ils ont fait? Tu penses qu'ils sont passés par les banques ou c'est plus une économie communautaire qui les a permis d'être propriétaires? Ils passent aussi par les banques. Mais il y a aussi, oui, mais il faut qu'on te loue. Et tu ne vas pas me dire que dans toute cette rue-là, ces gens-là possèdent tous les mots. Non. Alors, souvent, nous, on dit pakistanais, mais il faut comprendre au sens large. C'est-à-dire que c'est pas simplement pakistanais, c'est soit des gens qui sont originaires de l'Inde, du Sri Lanka et autres. Actuellement, je te rejoins à demi ou en partie sur ton propos, dans le sens que si je prends l'exemple de ce qu'on appelle les activités de bouche qu'il y a dans la communauté antillaise, les restaurants les plus importants dans la place de Paris, c'est tenu par un Sri Lankais. C'est-à-dire la créole, le café créole, j'y suis allé. Cuba Compagnie, Oui. c'est à Bouvard, Richard Lenoir. Et d'ailleurs, tout le personnel qui travaille est d'origine sri-lankaise. Voilà. Alors, moi j'explique ça en partie, c'est que il ne faut pas oublier que le Sri Lanka c'est un pays indépendant, avec une économie, avec une population. Non, et donc, ils bénéficient en quelque part de réseaux commerçants déjà dans leur pays, c'est-à-dire des gens qui ont une tradition commerçante, affairiste, c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils sont immigrants ici qu'ils sont arrivés simplement comme immigrants ou réfugiés politiques ou par le bateau, c'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui certainement avaient une activité commerçant déjà, qui sont déjà bien assises et ils ne font que développer leur affaire, quoi. Chose que souvent donc on ne voit pas qu'on voit rarement, je dirais, autant dans ce que j'appelle les populations africaines qu'antillaises, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas cette idée d'entrepreneuriat, quoi. Et en quelque part, c'est ça qui nous manque aussi. Ça, je reconnais. Rodolphe, toi, tu penses, si je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça m'a fait repenser à quand tu disais local, etc., Confucius et tout. Mais comment on peut réussir en tant que noir, par exemple dans la politique ou dans l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas déjà une grosse communauté qui a réussi avant soi? Parce que si on n'est que le seul noir dans la politique, comme a dit José sur Christiane Taubira, il faut toujours poser la première pierre. C'est-à-dire que oui, il faut poser la première pierre, mais si on n'a pas beaucoup derrière, comment faire? Il faut toujours poser. Il faut qu'une personne, un groupe pose la première pierre. Alors justement, on est toujours dans le discours. Les moyens sont faibles. Il faut dire en général, hein, les moyens sont faibles. Je parle d'un point de vue, disons, entre quantiers. Hein. Nos moyens sont faibles, mais il faut, je crois qu'en quelque part, il faut oser. Il faut poser la première pierre. Et puis, se faire confiance, travailler en réseau. Travailler, par exemple, je vois ne serait-ce que dans l'expérience que j'ai, personnellement, dans la vie associative, il y a toujours eu des volontés de faire des grosses associations. Et ça, souvent, ça va vers l'échec. Moi, à mon avis, il faut plus des petits groupes qui ont un objectif serré et commun et entreprenant. Ok.
Chantal, si tu voulais rebondir. Oui, alors je vais rebondir un peu sur ce que a dit à la fois Daniel et puis à ce qu'a dit Rodolphe. Bon, écoutez-moi bien, c'est-à-dire que ce qui me gêne un peu, c'est que l'on fait un état des lieux. On fait un état des lieux, un constat en 2021. Hein. On fait un état des lieux qui montre de toute évidence la difficulté qu'aurait, et c'est une réalité aussi, les populations, les personnes donc africaines ou descendants ou d'ascendance africaine, d'accéder à ce qu'on pourrait appeler du crédit. Et même pas du crédit, même un local pour pouvoir créer un commerce. Et il n'y a pas que la question effectivement au niveau commerçant. Si on peut remonter, il y a aussi la question du logement. À une époque, c'était très difficile de arriver à ce qu'on pourrait appeler une mixité sociale. Hein. Ils étaient très ghettoisés. Lorsqu'ils demandaient un logement, ils devaient attendre très longtemps. Lorsqu'ils demandaient un logement dans certains endroits, c'était très difficile. Donc, globalement, on fait un état des lieux qui pose le constat suivant. Il y a une difficulté manifeste pour les populations donc africaines ou d'ascendance africaine, de pouvoir user au niveau culturel de ceux que leurs ancêtres ont construit, au niveau des cheveux, au niveau de leur épiderme, au niveau de leur maquillage, au niveau de leurs habits, même le wax, au niveau de leurs produits, de commercer à partir de ça. Soit ce sont des Chinois qui vont vendre les ignames, les bananes jaunes, etc., et j'en passe. Je suis sûr que vous avez des exemples autour de vous, pour ne pas vous encombrer avec des exemples inutiles. Il suffit que vous fassiez ce genre de constat vous-même. Il y a une chose qui est qu'on part juste de ce qu'on appellerait un état des lieux. Moi, je suis partante pour dire qu'on doit avancer. Et je dis pas on doit et il faut. Nous sommes ici pour vous donner des outils. Pour vous donner des outils pour que vous compreniez que tout est possible. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète. Aujourd'hui, on parle de l'écologie et on parle donc d'un fait indéniable. On est tous sur la même planète. Donc, on est tous sur un même bateau. C'est ce que dit Xi Jinping. On a tous un destin commun. Donc, on ne peut avoir qu'une démarche inclusive et non pas exclusive ou qui va dissocier telle ou telle population par rapport à une autre. Alors, la question, effectivement, de l'état des lieux. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux concret avec des chiffres en disant aujourd'hui, vous qui nous écoutez, il y a quand même, il faut le savoir, tant de populations d'ascendance africaine qui, par rapport à d'autres populations, ils en sont là. D'accord ? Il y en a d'autres qui en sont un peu plus bas, etc. Et à partir de ces chiffres-là, dire et jouer le jeu. À une époque, il y avait un entrepreneur africain qui avait pour objet et pour objectif, je ne sais pas s'il l'a fait, de créer un bottin des entrepreneurs africains. Alors, je ne sais pas pourquoi, puisque l'objectif, c'est de partir sur du fait et du concret. On n'est pas là pour dire il faut que, etc., etc. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'armes. Quelles sont les armes? D'accord? Et les armes ici, autour de cette table, on est à table, on est à la table, comme on peut dire, on n'est pas forcément à la table des négociations, on est à la table pour nous armer. Et nous armer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous n'êtes pas uniquement assujetti à un destin qui ferait de vous celui qui va tenir les murs. En bas de votre immeuble, à faire le guetteur avec votre chien, à faire maître chien, à dire si un tel va bien vendre sa marchandise. Il faut savoir que ça, vendre de la marchandise telle que prohibée, c'est déjà avoir un esprit d'entrepreneur. D'accord ? Donc ça veut dire on va vous assigner un local. Tout à l'heure, on parlait du local. Et on va vous assigner une fonction. Et cette fonction-là renvoie de manière péjorée et négative à votre exclusion sociale. D'accord ? Donc, on est là pour vous dire que, à partir des chiffres et de l'état des lieux, on peut faire une jonction entre le territoire qui est le territoire africain, qui a énormément de potentiel, et là où vous êtes, peu importe où vous êtes, soyez en Belgique, au Canada, en Afrique, en Guadeloupe, etc., on va faire des jonctions de manière très concrète. Il n'y a pas que des affaires. Il faut déjà, au niveau de votre intériorité, que vous puissiez aller de l'avant. J'ai une image très belle, pied gauche en avant. C'est-à-dire, c'est un peu comme le Coros, c'est-à-dire qu'au niveau donc, de l'Égypte, ils avaient le pied gauche en avant. D'accord ? Donc, on peut faire des états des lieux, on peut continuer,
Mais concrètement, quelles sont nos armes? Ce sont les chiffres. Il faut qu'on vous donne de la réalité dans le discours. Et la réalité, c'est vous dire qu'il y a tant d'entrepreneurs en France, il y a tant d'entrepreneurs pakistanais par rapport aux Pakistanais, et pourquoi y a-t-il autant de freins, et quels sont les leviers qui permettent effectivement de permettre à ce qu'il y ait l'ascension de plus en plus importante d'une communauté. Pourquoi je dis ça? Parce que je travaille dans un secteur où j'ai des dossiers où je vois qu'il y a des femmes entrepreneuses qui ouvrent des restaurants africains. Alors ça, j'en ai eu 2, c'est rare, et j'ai plus de dossiers de personnes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, donc du Maghreb globalement, qui ouvrent beaucoup de barbershops, hein, ils ouvrent des kebabs, ils ouvrent énormément dans le commerce de bouche. Alors ça et beaucoup dans le 93, dans le 94, etc. Et ils vont de manière très excentrée hors de la capitale. Ça veut dire quoi? Il y a une chose qu'il faut poser, hein, et je vais être claire là-dessus. L'insertion ne passe pas uniquement par le logement, parce qu'on a beaucoup été sur nous devons être visibles dans tous les lieux, et notamment au niveau du logement. Et la gauche s'est beaucoup emparée, si on parle du politique, de la question de l'intégration par le logement et par le travail. Donc le logement, c'est presque un acquis. Hein. Au niveau de Paris, il y a une mixité sociale qui se fait. Moi qui suis dans cet arrondissement, pas loin de la Tour Eiffel, je vois le type de population. Donc, ils ne sont pas uniquement relégués au 93, parce que le mot ghetto, la France ne veut pas s'en emparer, mais il y a des outils politiques qui ont été, notamment la loi de rénovation urbaine, il y en a d'autres, hein, puisque moi je travaille dans ce secteur-là, qui permettent effectivement de créer ce qu'on appellerait quelque chose de beaucoup plus lissé. Hein, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un potentiel au niveau des territoires et que ce sont des populations qui sont très diversifiées qui vont faire la France de demain. Donc, est-ce qu'on est d'accord de faire partie de cette France de demain? Toute la question est là. D'accord? Donc, on pose d'abord un état des lieux pour savoir de quoi on parle. Et à partir de là, on peut tenir le débat les Pakistanais, les Chinois, etc., etc., etc. Les Pakistanais, les Chinois sont comme nous. Ce sont des personnes étrangères sur un sol national. Moi c'est pour aller un peu plus loin, c'est quand tu dis on pose le débat, je pense que les chiffres, ils existent déjà. On doit dans les bureaux, dans les je sais pas, dans les entreprises, dans la CCI, je sais pas où, je dis des bêtises peut-être. Ils doivent savoir le nombre de, comme tu dis, de Pakistanais qui ont entrepris, le nombre de Chinois qui ont entrepris, le nombre de... Ces chiffres-là, je pense qu'ils y sont déjà. Je pense, moi, pour aller dans le sens un petit peu de ce que vous dites, c'est peut-être aller plus dans l'action. C'est-à-dire que les chiffres sont là. Maintenant, il faut faire les choses, il faut faire les commerces, faut entreprendre plus, comme disait tout à l'heure Rodolphe. Un seul noir, ça suffit pas. Bien que c'est nécessaire. Il en faut bien sûr un. Mais il en faut beaucoup plus. Et comme toi, tu viens de le dire, tu vois des communautés, par exemple, maghrébines qui ouvrent en masse des barbershops et des restaurants, et t'as que 2 femmes qui viennent ouvrir un restaurant africain, ça, c'est déjà aussi un problème. C'est que on est passé dans l'action, tout simplement. Oui, c'est bien de poser les débats et d'avoir des chiffres et de se dire, ok, bah, on est un petit peu à la traîne. Ok, bon, c'est bon. Là, je pense qu'on n'avait pas besoin des chiffres. On le sait déjà. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait bac plus 5. On sait qu'on est vraiment à la traîne par rapport aux autres. Donc, comme je rejoins un peu ce que dit José, peut-être là, il faut commencer à se bouger et combattre. Et comme on le dit Rodolphe, peut-être le combat peut venir aussi par l'entreprise et directement être entrepreneur ou politique. José, toi, tu voulais dire quelque chose? Ah ouais, le combat, il est d'abord financier. Oui. Donc, déjà, si tu consommes chez toi, chez les tiens qui te ressemblent, ça paraît logique que tu vas enrichir une personne qui est chez toi. L'argent qu'il y aura va enrichir une personne qui, elle, va ouvrir une autre entreprise qui ensuite embauchera ton frère, ton cousin, ton neveu. C'est logique. L'argent, c'est un moyen de pression. Ça paraît con, mais ça paraît bête ce qu'on dit. Hein. Si je vais consommer chez mon frère en bas de la rue et si je vais manger mon petit resto du midi, non pas dans le burger du coin, mais faire 100 mètres en plus et aller chez mon frère qui se trouve 200 mètres plus loin. Bah déjà, tu fais communauté.
Et c'est bête, puisque l'argent qui est là, bah, ça fait avancer des gens. Ça, c'est le premier point. Mais pour en revenir à la politique, et ça, c'est le point le plus important, faut qu'on fasse communauté déjà ensemble. C'est le simplement point qu'on doit être ensemble. C'est que l'Afrique doit être au centre des débats. Toute immigration qui arrive ici doit être au minimum pas traitée par des Africains, mais ça doit être au centre. Le mot Ubuntu doit pas être un point de vue. Est-ce que tu peux l'expliquer? L'Ubuntu, c'est ça veut dire vivre ensemble. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. C'est le fait d'être force. Mais il nous faut encore des armes économiques et il nous faut encourager nos économistes. Mais ça, c'est un premier point. Mais je voulais revenir au deuxième, c'est faire aussi preuve d'un cerveau consommé chez un noir. C'est bien, mais si le noir à côté, il est avec une autre personne de la communauté, il dépense son argent avec une autre communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que je donne là, il ne sert à rien. C'est pas ces noirs-là qui va me faire avancer la communauté, puisque peut-être que l'argent va partir chez un cousin qui n'appartiendra pas à ma communauté. Moi, ce que je veux faire sens, c'est communauté au fond qui s'apprend. Il faut vraiment qu'on soit communautaire à partir de maintenant. C'est un choix de vie, sinon on disparaît. On n'a pas le choix. Faut qu'on soit communautaire. C'est que dès qu'on consomme, dès qu'on va, c'est un choix politique. Consommer, c'est politique. Enseigner, c'est politique. Comprendre dans la situation où on est, c'est politique. On n'a pas le choix. Sinon, c'est un choix de survie. Alors, Ok, finalement, Chantal, tu voulais rebondir? Oui, juste, je pense qu'on va. Juste, tu vas à l'encontre de la loi qui vient d'être adoptée. Hein, mais il n'y a aucune loi qui a été pour nous. Il n'y a aucune loi qui est dans notre sens. Quelle loi était dans notre sens? Historiquement, en France, ça n'a jamais... Moi, je me souviens d'un truc, j'ai un âge avancé qui me permet de me souvenir d'un biscuit qui s'appelait Bamboula. Et je me disais, mais pourquoi ils passent ce truc-là sur la télévision, où à l'époque on avait 3 chaînes, où on voyait un noir qui faisait la promotion d'un gâteau. Tout le monde se souvient autour de cette table ce que ça voulait dire. Ce que je veux dire, c'est que si on veut rester Bamboula, il n'y a pas de souci, on peut le rester. Mais nos jeunes peuvent faire un pas en avant. C'est simplement faire un pas en avant et se dire, non, Bamboula c'était avant. Et maintenant, on va créer des choses qui vont être pour nous, en nous, comme nous. Et surtout, apprendre ce qu'on est. Si on sait ce qu'on est, si on sait d'où on vient, si on sait où on va faire sens. Et ça peut se passer très vite, ça peut se passer en quelques mois. Il suffit juste qu'on veuille savoir où on va. Tu sais, ouais, juste pour rebondir, parce que ça me fait penser, j'étais passé par le nord de Paris, et j'avais vu la porte de la Villette, une quantité de noirs, je pense que ça devait être des migrants, des choses comme ça. On y passe tous les jours avec Rodolphe. Qui, on dirait, c'est limite un bidonville, et tu te dis, mais c'est grave, quoi. C'est ça. Et que faire? Peut-être que même les Français, ils sont dépassés, ils peuvent plus rien faire, en fait. Il y a la police juste à côté, ils peuvent plus rien faire. Si peut-être que notre communauté serait plus organisée, peut-être rien que des choses comme ça, on pourrait nous-mêmes le gérer, tu vois. Bah oui. Et les migrants qui arriveraient, ils seraient déjà accueillis par des gens de notre communauté, et ils seraient déjà aiguillés dans le bon sens. Mais vu que nous, on le fait pas. Tout à fait. Ouais. Mais parce qu'on n'est pas encore organisé. Mais c'est juste une histoire d'organisation. Ça peut se passer en quelques mois. Une association se crée, on organise l'arrivée, on crée, nous, notre communauté pour dire l'immigration, ça se passe ici, dans cette organisation-là, et c'est ici où vous allez être bien accueillis. Pour nos affaires. C'est nous qui devons gérer nos affaires. C'est ça, et même à l'échelle par exemple, du 18e, ça les arrangerait qu'on le fasse, parce qu'eux, ils peuvent plus le faire. Oui, puis ça paraît tellement logique que ce soit nous qui le fassions. Mais aujourd'hui, comme le dit Rodolphe... Les immigrants, ils ne se retournent pas vers nous. Comme le dit Rodolphe, on est une population appauvrie. C'est une réalité. Si on est appauvri, on peut pas faire grand-chose. On doit juste aller se lever le matin, travailler chez le locoderme, rentrer chez soi, fatigué, et le lendemain... C'est pas loin de la situation de l'esclavage. La situation de l'esclavage qu'on subissait il y a 160 ans, c'était la même chose. Faisons effort. Organisons-nous, comprenons d'où on vient pour aller vers un passé meilleur. C'est tout, sinon c'est la fin. Autant laisser l'éponge tout de suite. Chantal?
À moins que peut-être là, on en est quand même à plus d'une heure au niveau du débat. Je pense qu'on peut arriver sur le mot de la fin, que chacun conclue Alors, à sa façon le débat. oui, bah, je laisserai peut-être la parole. Et on verra pour tout ça. Bon, je laisse la parole au premier à Rodolphe pour conclure. On revient toujours en fait c'est peut-être la répétition, mais c'est déjà agir localement. Pour moi, c'est la priorité. Et puis, je pense qu'il ne faut pas désespérer, quoi. En Afrique, on a par exemple des modèles d'organisation qui fonctionnent, hein, notamment dans les communautés Bamoun au Cameroun, le phénomène de tontine ou des femmes qui s'organisent pour faire autant des achats, vendre sur les marchés. Non, il y a des esprits d'entreprise. On retrouve un peu moins ça dans la communauté antillaise, cet esprit d'entreprise. Parce que est-ce que peut-être qu'on se fait pas confiance? Enfin, il y a des choses qu'on a souvent discutées. Mais un n'empêche pas. Je pense qu'il faut oser, tenter avec même des moyens faibles. Commencer à aller déjà la première. Ok, José, si tu voulais toi conclure. Bah, moi, il était simple, hein. Moi, c'est faire communauté, économique, se former. Ça reste la base. Ici, là, on a la chance d'avoir des formations gratuites, c'est qu'on ne sait pas vraiment où s'orienter, mais on a la chance de l'avoir. La formation, pas la formation qu'on pense, pas la formation du Lecoderm, mais se former, de savoir qui on est. Ça paraît. Mais qu'on parte de la base. Qui nous sommes. Ok. Peuple d'Afrique, sorti, etc., exogène, etc., mais on est tous afro. Et si on va plus loin, si on va dans un autre territoire, qu'on sache se défendre. La défense, c'est la base. Il faut qu'on sache se défendre. Il est hors de question qu'on voie encore des George Floyd, on a même sorti un terme qui s'appelait Floydé maintenant, c'est ça. C'est horrible. Mais qu'on sache se défendre dans tout point, dans le vocabulaire, dans les discussions, qui est de la base, qui est des sources dès qu'on parle, dès qu'on communique, qu'on soit organisé, et que notre économie soit plus forte. C'est facile à dire de le dire là, faut qu'à. Mais je pense qu'il faut. On a déjà des gens qui sont déjà au combat, hein. Donc il y a des gens qui sont déjà au combat. Peut-être qu'il faut simplement les suivre. Donc, voilà. Alors moi, ma conclusion, elle est assez cinglante, hein. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes républicains, avec notamment en point de mire, hein, mettre en évidence le délai de séparatisme, hein, c'est-à-dire refonder la République autour de valeurs communes. Et notamment, elle prône donc la laïcité et la neutralité donc des services publics, renforcer la laïcité. Ça, je le veux bien, effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est d'éviter donc le communautarisme, hein. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a un délit de séparatisme qui a été mis en avant. Donc, hein, c'est qu'est-ce qui est porté dans ce terme-là? Un délit de séparatisme, hein, lorsqu'on fait communauté et communautarisme. Un contrat d'engagement républicain, donc pour les associations qui souhaitent se créer et avoir des subventions, hein, qui seront contrôlées si elles divergent, hein, sur effectivement un pacte républicain et qui permet de faire remettre en évidence la citoyenneté. Ta conclusion à toi. Oui, j'y viens, ça a à voir donc avec ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a parlé de noir. Alors ça veut dire quoi? Là où je veux en venir, elle est claire. Et je crois que vous devez l'entendre, ça. C'est-à-dire que depuis très très longtemps au niveau de l'histoire, on a toujours voulu reléguer le noir dans ces communautés. C'est-à-dire par l'apartheid, par la ségrégation, par les ghettos, peu importe que ce soit les ghettos urbains, etc., Oui, par la couleur. on le lègue sans les droits. Voilà. Oui. Et donc, c'est pas le noir qui fait communauté. C'est ceux qui ont porté la violence par la traite négrière et le colonialisme, qui ont forcé les noirs à faire communauté, et qu'aujourd'hui, ils sont dans une sorte de schizophrénie
parce qu'ils récupèrent un construit, où effectivement ils ont été ségrégés, et qu'ils doivent redéfinir leur place dans la République. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous nous posons très fermement dans ce débat, et par rapport à cette loi, de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement de ces descendants que vous avez colonisés, ségrégés, communautarisés, spoliés. On est bien d'accord, spoliés. Aujourd'hui, ils ont besoin. Oui, donc moi je pense que le côté politique, s'en sortir par la politique, c'est un leurre. Puisque il faut comprendre que le républicanisme, l'idéologie républicaine, puisque c'est une idéologie qui a été au fil des siècles qui a été façonnée en fonction de la colonisation, en fonction des pays que la France colonisait et dont elle faisait ses possessions. C'est une idéologie raciste, même pas racialiste, raciste, dans le sens où elle définit l'appartenance forcée, de gré ou de force, au pays qui est la France, en enlevant toute l'attitude au pays qu'elle va intégrer de force, de gré ou de force, dans le giron français. Donc, à partir de ce moment-là, on nie toute qualité aux gens aux Algériens ou aux gens d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, aux Antillais. On leur nie toute possibilité de s'en sortir en mettant en avant leur particularité, puisque la République ne reconnaît pas les langues, les particularismes linguistiques et autres, même si il y a eu une forme d'évolution, mais ça reste du domaine du folklore, quoi. Donc elle a folklorisé les identités pour soi-disant unifier le pays pour que ce soit un pays qui soit plus fort. Mais en allant dans ce sens-là, finalement, pour la République, c'est soit tu te fonds, donc c'est le discours de Zemmour, ou soit tu te casses, ou soit on te casse la gueule, c'est l'un ou l'autre. Mais ça se résume à ça. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans un pays et accepter en tant que citoyen, qui devrait être quelque chose de noble, finalement, Encore le choix. Et finalement accepter qu'on vous traite de cette façon. Donc je pense pas que politiquement il y ait un avenir, quoi. Puisque finalement, quand vous voyez bien les Taubira, nos représentants politiques, on n'est que des usines à voix, puisque elles se font élire, elles sont représentées médiatiquement, et puis finalement au moment des élections, elle va réunir tous les votes de l'outre-mer et autres, ou des gens qui l'aiment bien, et tout ça pour passer ça à un candidat beaucoup plus intéressant qu'elle, puisque je pense pas que Taubira, même si elle se présentait, elle réunirait les suffrages même au-delà de sa entre guillemets sa communauté. Donc je pense que pour s'affirmer, si on veut pas s'affirmer politiquement, autant s'affirmer du point de vue identitaire, quoi, puisqu'on a une identité, on n'est pas des
on n'est pas des animaux. Donc on a aussi à s'affirmer, étant donné que on a aussi un passé et glorieux qui a très longtemps. Mais au moins on est des êtres humains, donc voilà, on n'est pas là que pour répondre à, enfin, donner le change à des comment dirais-je, j'ai perdu le mot là. Ouais, ça peut être déjà le mot de la fin. À donner c'est-à-dire répondre à des stéréotypes. Ok. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, mais politiquement, non, il n'y a pas de... Parce qu'il parle de grand remplacement, mais je ne vois pas qui va remplacer qui. Bon, puisque de toute façon, politiquement, quand on va voter, on va voir bien que ce sont les Français qui vont décider, de par leur sensibilité ou de de la merde qu'on leur a mis dans la tête. Ils vont voter par rapport à ça, puisqu'ils regardent la télé. Mais ce ne sera pas un vote forcément qui serait en point de lucidité. Ok, bah, en tout cas, voilà. moi, pour conclure, je trouve que vos arguments étaient vraiment sensés. Après, au niveau politique, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu interloqué, comme disait Chantal, sur le propos de José quand il disait que les Noirs n'avaient pas vraiment d'avenir dans la politique. Mais en fait, c'est ça la beauté du débat, c'est que vos arguments m'ont fait comprendre que, en fait, il a peut-être raison. C'est vrai que il y en a eu des Noirs en politique, ça n'a pas servi à grand chose. Donc en gros, peut-être bougeons-nous dans notre communauté, faisons des choses plus concrètes, peut-être localement, d'abord en premier, faire des entreprises, des choses comme ça. Et là, on aura plus de poids. Et là, quand ça marchera beaucoup plus, peut-être qu'on s'intéressera à un moment donné à cette fameuse politique. Mais pour l'instant, c'est un peu le cadet de nos soucis. Je pense que vous aussi qui avez écouté le podcast, vous avez votre idée, vous vous êtes fait votre idée. Ça serait intéressant que vous mettiez des commentaires sous le podcast, qu'on puisse les lire, qu'on puisse débattre avec vous. C'était le premier podcast Goûter panafricain. J'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, à liker et à vous abonner à ce podcast. On se retrouve très très bientôt pour du prochain contenu. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était le premier épisode du podcast Goûter panafricain. J'espère que ça vous a plu.